Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la LCA. Je m'appelle Laurent Becmo, je suis professeur de pharmacologie à l'Université Paris-Saclay dans sa composante médicale. Donc aujourd'hui, on va voir comment est composé un article médical original. Eh bien, le plan est assez simple, vous aurez un titre, un abstract, c'est-à-dire un résumé, une introduction, un chapitre sur les patients et les méthodes, les résultats et de la discussion. Le titre, il doit refléter le sujet et ce qui est testé, si tant est que quelque chose est testé. Le sous-titre peut préciser la méthodologie, surtout si c'est un essai randomisé, et on n'annonce pas d'emblée le résultat. Par exemple, voilà, le risque associé avec l'anémie préopératoire dans une chirurgie cardiaque, une étude de cohorte multicentrique, ça c'est le sous-titre. L'abstract, le résumé, court, structuré, environ 300 mots à peu près, avec introduction, objectif, patient et méthode, résultats et conclusion. L'introduction, elle est également courte, elle fait un petit chapitre, divisé en 3 parties. Tout d'abord, un résumé de la maladie sur ce qu'on connaît actuellement de la maladie. Ça se base évidemment sur des références bibliographiques, c'est l'état de l'art, on va dire. Ensuite, quels sont les inconnus qui demeurent dans cette maladie, les traitements, la physiopathologie, etc. Et les 2 dernières lignes sont, eh bien, l'objectif de cette étude était de répondre à l'une de ces inconnus qui demeurent. On passe maintenant au 2e chapitre, patient et méthode. Méthode, donc c'est la méthodologie, le type d'étude, thérapeutique, diagnostic, incidence, prévalence, etc. Ce que je vous ai dit dans un tuto préalable. Enfin, la méthodologie, est-ce que c'est interventionnel, observationnel, prospectif, rétrospectif, randomisé, en double aveugle, en intention de traiter, etc. Alors, on aura dans le chapitre patient des critères d'inclusion, de non-inclusion, où, quand, comment et par qui sont recrutés les patients, une description parfaite doit être fournie. Alors, est-ce que cette population est représentative des populations habituellement rencontrées dans la pathologie investiguée? Et ça, très souvent, quand on met des critères d'inclusion et de non-inclusion, on va sélectionner une sous-population et souvent, ça ne reflètera pas les patients de la vraie vie. C'est le problème de la représentativité de la population de l'essai. Une population n'est jamais parfaitement représentative, sauf dans les études observationnelles qu'on appelle des registres, où tous les patients atteints d'une maladie particulières sont inclus. Donc ça, c'est la représentativité absolue, mais les registres sont essentiellement là, notamment dans les cancers, puisque dans une région, on a à peu près tous les cancers. En France, c'est facilité par la déclaration obligatoire et le remboursement à 100%. Enfin, les procédures pratiquées, toujours dans patients et méthodes, qu'est-ce qu'on leur fait, quels traitements, quels sont les traitements autorisés ou non, le groupe contrôle, est-ce qu'il y a un groupe de référence ou un placebo, enfin, est-ce que les informations qui sont fournies vous permettent-elles d'emblée de pouvoir par la suite prescrire dans les mêmes conditions ce médicament ou cette stratégie interventionnelle. Toujours important à regarder, c'est la période où l'étude se déroule. Pour les études anciennes, il faut faire attention, les connaissances n'étaient pas les mêmes, les contrôles n'étaient pas les mêmes, et donc il va falloir pondérer les résultats en fonction de l'évolution des connaissances depuis que cette étude a été réalisée. Le critère de jugement et les critères de jugement. Dans une étude habituellement, qu'elle soit observationnelle ou interventionnelle, le critère principal de jugement, il est là pour répondre à la question posée avec l'objectif principal. Alors ce critère principal de jugement, est-ce qu'il est intermédiaire, encore appelé de substitution? Est-ce qu'il est clinique, cliniquement pertinent? Est-ce qu'il est simple, type les morts versus pas morts? Ou combiné, c'est-à-dire que je considérerais événement comme mort, infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux, un des 3. Ensuite, vous avez les critères secondaires, les mêmes questions pour les critères secondaires. Enfin, le risque est-il évalué? Si oui, comment et sur quels critères? Maintenant, toujours dans patient et méthode, statistique, on a besoin d'une hypothèse avec un critère principal de jugement. Le calcul d'effectifs, est-ce qu'il est fait sur l'hypothèse? Donc, dans les études de supériorité, eh bien, on dit de combien on présume qu'on va augmenter l'efficacité par rapport à un contrôle. Dans les études de non-infériorité,
on a une borne maximale, hein, c'est une borne de non-infériorité qu'on ne doit pas dépasser par rapport au groupe contrôle. L'analyse est-elle en intention de traiter, en pair protocole? Est-ce qu'il y a des arrêts prématurés de l'étude? Quel type d'analyse statistique, ajustée, non ajustée? Un petit sous-chapitre, c'est la transparence, la qualité et l'éthique, mais qui est important. Hein. Le protocole de l'étude a-t-il été publié avant son démarrage? En général, c'est sur un site américain, c'est clinicaltrials.org, ou sur le site de l'Agence européenne des médicaments. Donc comme ça vous permet aisément de vérifier, lorsque vous avez les résultats, que c'était bien l'analyse principale qui était prévue, que c'était bien le critère principal qui était prévu. Évidemment, est-ce que les patients ont signé un accord pour participer? Est-ce qu'il y a eu au préalable un accord des CPP, comité d'éthique, ou de l'Agence du médicament? Qui est-ce qui finance? Et puis en France, on aura la CNIL, le CCT-IRS, et puis les liens d'intérêt des auteurs, toujours évidemment à prendre en compte lorsqu'ils sont payés pour faire ce travail. Alors les résultats, la présentation des résultats dans un article suit des recommandations. Pour les essais randomisés, c'est les recommandations de type consort. Pour les études observationnelles, c'est les études Straub, où on vous dit exactement comment est-ce qu'il faut présenter chacun des chapitres de l'étude. Vous pourrez trouver ça sur ce site, par exemple, pour les études randomisées, observationnelles, etc. Alors, dans les essais randomisés, la figure 1 est habituellement toujours la même. C'est le diagramme de flux. On a tout d'abord les patients qui sont éligibles, qui ont la maladie, et ensuite on les trie pour les inclure, et ceux qui sont inclus sont randomisés. Alors, entre éligibles et randomisés, il y a un certain nombre de patients qui ne vont pas être inclus. Évidemment, il y a des patients qui ne veulent pas, mais aussi parce qu'on va trier, avec les critères de non-inclusion, on va trier les patients, en général, pour avoir des beaux patients peu comorbides. Donc, le delta entre évalué pour éligibilité et randomisé vous donne un élément pour la représentativité de la population par rapport aux patients que vous voyez tous les jours, qui eux sont l'ensemble des évalués. Ensuite, randomisés, on les suit au cours du temps. Au cours du temps, il y en a qui sont ou perdus de vue ou qui arrêtent, etc. On veut précisément savoir combien et à quel moment et pourquoi. Et puis à la fin, on regarde le nombre analysé. Si vous êtes dans une analyse en intention de traiter, le nombre de patients randomisés dans chaque groupe doit être exactement le nombre de patients analysés dans chaque groupe. Ça, c'est l'analyse en intention de traiter. Exemple, maintenant, on a le tableau 1. Vous aviez la figure 1 qui est le diagramme de flux. Le tableau 1, c'est la population au moment de l'inclusion. En général, on a deux groupes, un groupe expérimental, un groupe contrôle, que ce soit des études interventionnelles randomisées ou non interventionnelles. Voici ici une population, vous voyez un groupe expérimental et un groupe contrôle, c'est une étude non randomisée, et vous apercevez que, dès le départ, le groupe contrôle est plus vieux, plus maigre, le ratio ethnique n'est pas du tout le même, et il y a beaucoup plus de pauvres dans un groupe que dans l'autre. Bref, les groupes ne sont pas comparables au départ. Donc ensuite, si les groupes sont différents à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a plus de maladies dans un des groupes dans le suivi, vous ne savez pas si c'est dans le cadre d'un essai prospectif randomisé, vous ne savez pas si c'est votre intervention qui est responsable, ou tout simplement parce qu'ils étaient plus vieux et plus comorbides dans un groupe. D'où l'intérêt de la randomisation pour avoir des groupes homogènes sans biais de sélection et sans biais de confusion. Alors ensuite, les résultats, sépare-t-il clairement l'objectif principal des objectifs secondaires? Comment est-ce qu'on exprime les résultats en courbe de survie, en risque, odd ratio, risque relatif, hazard ratio, des risques absolus, est-ce qu'ils sont présents, incidence, prévalence, données brutes, sensibilité, spécificité, etc. Et dans les objectifs secondaires, on espère bien que dans une étude interventionnelle, les risques sont bien détaillés. Discussion, le dernier chapitre. Donc c'est assez simple, reprend un par un les résultats obtenus dans cette étude et un par un compare à ce que d'autres au préalable ont obtenu dans des études à peu près identiques. Si on obtient la même chose, eh bien c'est marqué nos résultats confirment ce qui a été préalablement observé.
Par contre, si on n'observe pas la même chose que ceux qui ont fait des études au préalable, eh bien là, justement, on va discuter pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'observe pas la même chose. La plupart du temps, c'est que les populations sont différentes et c'est ce qui explique la différence de résultats observés. Ensuite, vous aurez le chapitre limite, toujours dans la discussion, le chapitre limite de l'étude, très très important, c'est là où on va discuter les biais. Enfin, il y a une conclusion et qui se base sur l'objectif principal, pas les objectifs secondaires. Et là, vous vous poserez la question, est-ce que c'est applicable en clinique? Est-ce que la représentativité de la population? Et enfin, si ces résultats sont à même de changer la prise en charge de vos patients dans l'avenir, et ça, évidemment, uniquement pour du niveau A, c'est-à-dire une preuve scientifique établie.